Émilie Thibouté-Sama. Je suis élue de la 10e législature, élue notamment de la 4e circonscription électorale. Je suis spécialiste en communication, mentor en entrepreneuriat et conseillère en investissement. Alors, déjà, j'étais une fille introvertie. Contrairement à ce qu'on peut croire, j'étais celle qui était très studieuse et donc les cahiers, les bouquins étaient ma première compagnie. Donc ça, on le connaît. Je vous fais une anecdote. Nous sommes 8 de la fratrie. On connaît tout le monde sauf moi, parce que moi, je suis toujours dans la chambre à coucher ou derrière la chambre avec un livre. Et je me rappelle que quand il faisait très chaud, mon papa amenait son petit ventilo et dit bon, elle ne va pas sortir. J'étais dans ma chambre transpirant avec mes bouquins, donc j'étais en plein dedans. Et c'est ce que je savais faire dans la vie. Et puis j'avais papa qui encourageait quand même nos études et qui avait aussi sa façon à lui de nous motiver. Alors, systématiquement, quand vous ameniez une feuille avec 15 de moyenne, il vous donnait 100 francs CFA. Et quand vous en ameniez avec 18, il vous donnait 500 francs. Et comme moi, j'aimais bien déjà un peu l'argent et puis j'aimais travailler, alors je faisais tout pour ramener les feuilles de 18. Ben, après, évidemment, j'ai fait mon primaire et mon secondaire à Parakou. Puis j'ai fait l'université d'Abomey-Calavi et après une université privée pour le marketing et la communication. J'ai fait au campus l'anglais. Et voilà, mon parcours académique a été sanctionné tout récemment par une thèse. Donc, pour dire que je continue toujours d'apprendre. Et d'ailleurs, même je suis encore inscrite pour un autre parchemin assez technique. Pour moi, on ne finit jamais d'apprendre. Donc, voilà. Et je le dis partout, et c'est l'occasion, une fois encore, de remercier notre État, notre gouvernement, les différents gouvernements, hein, parce que comme la plupart des Béninois, moi je fais des écoles publiques. J'ai fait une école primaire publique, j'ai fait des lycées au lycée collège public, j'ai fait une université publique et je dis toujours que en retour, je me dois de travailler pour mon pays, pour cette reconnaissance-là. Alors, il faut dire que j'ai eu un parcours, je le trouvais assez intéressant. Déjà, j'étais dans l'humanitaire. Vous voyez, j'étais dans l'humanitaire, notamment à la Croix-Rouge béninoise, où j'ai travaillé bien sûr avec les instances internationales dans le domaine humanitaire, notamment le CICR et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, j'étais chargé de programme partenariat et mobilisation de ressources. Et donc, j'ai travaillé pour communiquer sur ce que la Croix-Rouge faisait dans le domaine humanitaire, mais aussi en mobilisant les ressources, donc les différents partenaires. Et à ce niveau, on mettait ce qu'on appelait le club des mères, c'est-à-dire que les femmes, on les regroupait pour que on les soutenait et en retour, elles s'occupaient de tout ce qui est hygiène et assainissement. Alors là, j'ai développé la fibre de mobilisation de ressources. Et puis après, comme j'aime toujours bien découvrir, je me suis retrouvée dans une société financière de la place en tant que directrice commerciale et marketing. Et là, j'y suis restée pendant 7 ans. Et j'ai participé à la mobilisation des ressources
pour les projets structurants de notre pays, de l'ensemble des pays de la zone UEMOA. Donc, vous avez dû entendre parler de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous avez dû entendre parler du marché financier régional. Et donc, pour tout ce qui est emprunt obligataire, donc, je participais, n'est-ce pas, à attirer les investisseurs tant individuels que des investisseurs institutionnels pour justement participer à ces différentes levées de fonds et permettre à notre pays d'avancer, de faire ces projets structurants. Et bien de là, j'ai atterri à la politique et c'est une histoire intéressante parce que entre deux, vous avez vu ce que je porte, je me suis complètement passionnée de la culture béninoise et notamment du pain tissé. Au-delà de la valeur culturelle et cultuelle, il fallait y apporter la valeur économique. Et donc, j'ai commencé par faire des défilés de mode exclusivement pain tissé. Donc, depuis 2011, vous avez dû entendre parler peut-être de la nuit du pain tissé. Et ça, c'est une histoire très intéressante parce que moi, je suis allée une fois à une foire organisée ici au Bénin, au niveau du stade général Mathieu Kérékou, à l'époque, stade de l'Amitié. Et je découvre qu'au niveau du stand de Burkinabé, les Béninois se riaient. Là, pour prendre le Damphani du Faso, moi, j'ai grandi au milieu des tisserands. Et je me suis dit, mais tiens, nous avons quelque chose ici, pourquoi ne pas valoriser ça? Ma petite enquête m'a amené à recueillir les informations comme quoi les Béninois trouvaient le pain tissé béninois assez lourd, assez riche et qui ne faisait que des tenues d'apparat. Et là, l'idée est venue de montrer qu'on peut le porter autrement. Et donc, j'ai commencé ce défilé de mode en y impliquant les plus hautes personnalités de ce pays et faisant d'elles des ambassadeurs du pain tissé. Donc, on a eu des grands stylistes qui ont défilé. On a montré que ça peut se porter en costume, ça peut se porter dans la journée comme dans la soirée. Donc, je faisais cet arrimage-là entre le culturel et l'économique. Puis, j'allais vers des personnalités et je leur disais, écoutez, pourquoi nous ne continuons pas à importer le kaki? Le tissage est présent dans 66 communes sur les 77. Et donc, nous avons de la matière, nous avons le savoir-faire, nous avons le coton. Mais qu'est-ce qui nous empêche alors de faire nos uniformes? Donc, dans ces démarches de plaidoyer, il y a une personnalité, je ne vais pas nommer, qui m'a vu une fois en disant mais écoute, il va falloir que tu sois à l'Assemblée nationale parce que là, ça te permet de pouvoir convaincre tes collègues afin que vous preniez des tests pour que les kakis soient désormais confectionnés localement par les tisserands dont tu parles en les mettant en coopérative. Cela permet de créer de la richesse locale, de faire de l'emploi durable et d'éviter, ma foi, cet exode rural et aussi la vulnérabilité de ces jeunes et de ces femmes. Vous voyez, donc il y a cet aspect-là. Et donc, après le vote de la loi qui permet la représentativité des femmes au Parlement, cette personnalité est venue à mon bureau, a fait 2 heures de temps pour me convaincre. Il faut absolument que tu viennes à l'Assemblée nationale. Et là, je suis restée, j'ai regardé, j'ai dit amicalement, tonton, vraiment, votre histoire de politique, là, je ne sais pas, je ne suis pas très sûre, je vais y réfléchir. J'ai mis 2 ans. J'ai mis 2 ans avant de l'appeler. Au-dessus d'une conversation avec une amie, je me suis dit, il va falloir que je me lance dans la politique. Elle dit, vas-y. Et je l'appelle. Et quand je l'ai appelé, il dit, tu as mis 2 ans pour réfléchir, pour venir à la politique. Et ça veut dire que tu es prête. J'ai dit, oui, je suis prête. Donc, voilà comment j'ai atterri à la politique, parce que j'avais une conviction forte. Et donc, ce n'était pas opportuniste, c'est parce que je portais une idée, je portais une conviction, je portais un engagement qui, pour moi, est devenu aujourd'hui un sacerdoce. Et donc, j'en étais là. En 2023, je suis allée aux élections. Ça n'a pas marché. Je ne me suis pas découragée
parce que j'étais motivée par quelque chose. Et aller sur le terrain a accru plutôt cet engagement. Donc, ne pas avoir été élue en 2023 ne m'a pas découragée. Bien au contraire, cela a décuplé mon engagement. Parce que je suis allée au contact de ces femmes rurales. Je suis allée au contact des jeunes qui sont dans les milieux ruraux. J'ai voyagé, j'ai parcouru. Vous connaissez la Takora, les montagnes et tout ça. J'ai touché du doigt la réalité. Je me suis dit, tiens, si je peux être quelque part où je peux influencer la donne et améliorer et participer à l'amélioration de la condition de vie de ces femmes, et bien, de ces femmes, de ces hommes et de ces familles qui sont dans les milieux ruraux, eh bien, il faut y aller. Et donc, après ça, j'ai été identifiée et je voudrais en profiter pour remercier toutes les personnalités, tous mes leaders et si vous permettez, en particulier le président Abdoulaye Biotchane, Madame la ministre de l'Industrie et du Commerce, Madame Alimatou Sadia, et puis, bien entendu, le chef de l'État. Et donc, j'ai été là, directrice adjointe de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, où j'ai fait mes expériences. Et j'ai aimé ce parcours parce que c'était la première fois que j'étais dans l'administration publique. Aussi, je n'y avais pas pensé du tout parce que pour moi, le privé me donnait des challenges, vous voyez. Et donc, quand je viens, bon, au début, là, un peu difficile parce qu'il fallait être speed, avoir les résultats. Vous savez, quand vous êtes dans le privé, c'est la gestion axée sur les résultats. Vous avez les résultats, vous ne les avez pas, et puis bon, évidemment, votre hiérarchie prend les mesures qui s'imposent. Alors, la ministre m'a confié certains dossiers. C'est un grand dossier et je pense que j'ai très bien piloté, notamment la coordination du mois du consommé local en tant qu'ambassadrice en plus de tout ce qui est produits locaux. Et puis, je me trouvais très bien dans mon marigot. Et puis d'autres programmes comme le suivi du programme de la conformité, en fait. Donc, j'ai suivi ces différents programmes et aussi la journée de l'industrialisation de l'Afrique à travers le Forum des femmes transformatrices. Donc, j'ai fait mon expérience, l'expérience assez intéressante que je trouve et qui, aujourd'hui, quand même renforce mes capacités. Parce que c'est à travers l'expérience, n'est-ce pas, qu'on devient expert. Voilà. Et donc de là, eh bien, j'ai été encore repositionnée pour les législatives passées et me voilà en tant qu'élue du peuple, bien assise dans sa peau de députée. Et puis bon, voilà, j'attends. On a déjà mis les organes au niveau du Parlement. Et puis, nous allons commencer certainement avec bientôt les sessions. Alors déjà, il faudrait noter qu'il y a eu des avancées notables. Ça, c'est important par rapport à la représentativité des femmes au niveau législatif, comme vous avez dû le remarquer. Au niveau également des formations scientifiques, il y a eu des programmes dédiés aujourd'hui et qui font que les filles sont dans les métiers dits d'hommes. C'est de plus en plus encouragé, ça il faut le reconnaître. Il y a plusieurs programmes également pour autonomiser les femmes au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, mais également d'autres programmes à travers les différents fonds qui sont mis en place, notamment le FNDA, le Fonds de développement de l'artisanat, la DPME et bien d'autres structures qui sont quand même des programmes assez inclusifs. Donc, ce n'est pas des programmes dédiés seulement aux jeunes, mais il y a des programmes dédiés également aux femmes. Donc, des avancées notables sont remarquées. Cependant,
il faut remarquer qu'il y a encore des défis à relever notamment au niveau de la formation. J'ai l'habitude de dire que les femmes, c'est pas tant le problème de financement comme on le croit, c'est d'abord avoir la bonne information, ensuite d'être formé et puis après de parler accès au financement. D'ailleurs, cela a été démontré par les enquêtes. La plupart du temps, on dit que ce sont des ressources, mais si on vous remet des ressources aujourd'hui et que vous n'avez pas un marché, les ressources ne serviraient à rien. Donc, les ressources seront prises pour régler peut-être des problèmes conjoncturels, alors qu'il faut trouver des solutions structurelles aux problèmes structurels. Donc, c'est plus profond que ce qu'on ne croit en termes de défis. Et donc, oui, il faut noter qu'il y a encore un parcours à faire parce que l'autonomisation n'est pas encore totale. Et comme vous le savez également, l'égalité entre hommes et femmes n'est pas aussi... n'est pas un acquis. Alors, dans ma passion du social productif, je l'appelle social productif parce que mon parcours, mon expérience au niveau de la Croix-Rouge béninoise m'a mené à parler de l'humanitaire de développement. Vous savez, quand on prend les sociétés humanitaires, la première des choses, c'est quoi? C'est de pallier l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une catastrophe, soit c'est sur les inondations, les incendies ou même les maladies épidémiques. On vient pallier l'urgence. Et après, on fait le relèvement. Donc, je parlais de l'humanitaire de développement pour dire qu'il faudrait mettre un accent sur la prévention. Parce que, comme on dit, prévenir vaut mieux que guérir. Et la prévention coûte toujours moins cher que tout ce qui est après ressources pour pouvoir venir à bout d'une pandémie ou d'une épidémie. Et donc, cette passion, après, m'a amené à créer une ONG. Donc, avec l'ONG, j'ai fait la promotion de la culture plurielle, de la citoyenneté active, mais aussi de l'autonomisation des femmes. Et donc, par rapport à ça, j'ai mis en place des coopératives. Et j'ai fait des formations aujourd'hui on doit depuis quelques années environ à 1000 femmes formées dans différents domaines, notamment la savonnerie liquide, la savonnerie traditionnelle. Vous n'avez pas idée de comment le savon peut générer énormément de ressources. Quand vous êtes levé ce matin, vous avez lavé vos assiettes, vous vous êtes lavé, vous avez utilisé le savon liquide ou que sais-je encore pour nettoyer votre salon, etc. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment avec du savon. Et puis ensuite, je travaillais dans l'artisanat. Vous voyez les perles que je porte. Donc voilà, et la formation des femmes en perlage, également la formation des femmes en agroalimentaire, notamment la transformation des céréales en couscous, également dans le packaging. Parce que vous avez beau avoir un produit de qualité, s'il n'est pas bien présenté, vous ne le vendez pas. Quand vous allez dans un supermarché, qu'est-ce que vous regardez? Dans le rayon, c'est le produit qui vous attire. Et le produit qui vous attire, c'est quoi? C'est le packaging. Et ça, c'est important. Donc, je montre avec rien que de petites choses comment on peut donner de la valeur à un produit. Et nous avons fait également des formations en transformation de tubercules en chips. Et aujourd'hui, les femmes en vivent. Elles ont créé les marques. Je les amène à créer les marques. Quand on prend par exemple le miel, chez nous, le miel, dans ma langue, ça s'appelle thème. Donc, quand quelqu'un me dit, je donne le nom, l'œil de Dieu, l'œil de Dieu, ça vous parle? Ou quand je crée mon entreprise ou ceux que je coach, aussi bien les femmes que les jeunes, disent le nom de ma société, c'est mon avenir. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne me parle pas.
mon avenir, c'est quoi? Ça peut être un avenir prospère ou un avenir sombre. Mais il faudrait voir dans la création de ta marque ou de ta société, ta vision. Donc, comment tu te projettes et comment tu veux que les gens te perçoivent. Quand je donne un nom, je parlais justement avec un jeune qui s'appelle Sentiment. Sentiment, ça veut dire ce qui est beau. Alors, je lui dis, mais écoute, pourquoi tu n'appelles pas ta ferme tout simplement Sentiment? Parce que non seulement tu veux ce qui est beau, tu vas livrer ce qui est beau parce que tu es une belle personne et que ton avenir sera beau. Donc, dans le nom de ta marque, il doit y avoir tous ces aspects-là qui te permettent même toi-même d'être satisfait et au demeurant que cette marque soit facilement prononcée par tous. Donc, ce sont des activités que nous menons et pas que j'envoie seulement des formateurs, des formatrices, j'y participe. Parce que donner cette information et montrer aux femmes qu'elles ont de belles idées, très très intelligentes, elles ont juste besoin d'être ancrées, aussi bien les jeunes qui sont dans nos milieux ruraux. Donc, et il y a également eu la formalisation de certaines coopératives dont je suis très fière. Alors, je dois dire que je suis d'un parti politique, le Bloc républicain, et j'y ai adhéré à cause du projet de société du Bloc républicain, qui est un projet de société inclusif où les femmes, les jeunes et les personnes du troisième âge ont leur place. Et dans ces projets politiques, une part belle est donnée à la création de richesses, à l'entrepreneuriat. Et donc, ça serait des lois qui seront portées par l'ensemble du parti politique, parce qu'on a ce qu'on appelle la discipline du groupe, et nous y avons travaillé déjà, notamment dans l'artisanat, et ces lois seront portées en temps opportun. Évidemment, en tant que femme, je vais certainement militer pour un meilleur positionnement et puis une plus grande implication des femmes et une plus grande participation et positionnement des femmes dans plusieurs instances, ça va de soi. Et je me rappelle qu'il y a, quand j'ai été élue, beaucoup d'entrepreneurs et même beaucoup d'associations d'entrepreneurs m'ont appelé pour dire et tu vas porter maintenant les difficultés des PME. Et je me rappelle qu'il y a une personnalité dans le domaine justement qui me disait promets d'être l'ambassadrice des PME pour vous dire à quel point je suis vraiment déterminée et dans cette dynamique d'accompagner cette promotion des PME. Et comme je l'ai dit, les lois se font on parle d'abord dans des groupes pour pouvoir voir ce qu'il faut amener au niveau de l'Assemblée nationale. Je me rappelle que quand je suis allée à l'Assemblée nationale et que les gens me posaient la question le jour de notre installation, quel genre de député serez-vous? J'ai dit je serai plus député du terrain. Alors, je me rappelle également qu'au lancement de la campagne, je disais que je serais la voix des sans-voix, cette voix qui ne trompe pas, et que mes actions seront orientées pour la promotion des PME, pour l'autonomisation des femmes, mais également pour les personnes vulnérables. Parce que, en gros, on ne les prend pas suffisamment trop dans les différents programmes. Or, je vais vous dire, celles qui votent par excellence, ce sont ces personnes du troisième âge. Parce qu'elles sont là, elles vous comprennent, et elles ont le temps de vous écouter. Et donc, c'est important. Et là, je m'apprête, je serai beaucoup plus sur le terrain parce que je ne vais pas m'éloigner de l'entrepreneuriat. Moi-même, à la base, comme je l'ai dit, je suis entrepreneur. Donc, je continue de tisser ce que je porte. Je tisse ce que je porte. Et j'aime bien fabriquer des choses pour montrer qu'on peut être intellectuel, mais également que le travail des mains est
extrêmement important. Je vous dis par rapport au couscous de maïs, je l'ai appris et je suis allée apprendre aux gens. Ça, c'est très important. Donc, ça booste plus les gens, ça les motive quand vous êtes avec ces personnes en leur montrant que, ben, écoutez, on peut travailler ensemble. Donc, cette dynamique est très claire. J'ai évidemment des projets très personnels et qui vont être déclinés avec le temps. À l'aune de mes actions, vous me jugerez. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Alors déjà, ce que je voudrais dire, l'égalité des droits des femmes et des hommes, ce n'est pas un acquis. Et donc, il y a beaucoup de travail à faire. Vous savez, je parlais avec une personnalité qui disait que, en réalité, les sociétés africaines ne sont pas pour autant misogynes. Quand vous regardez bien, vous scrutez, les femmes avaient un pouvoir, le pouvoir spirituel, le pouvoir religieux et même le pouvoir politique. Il suffit de regarder un peu la Ghanie et de regarder même comment une cérémonie se passe. Il y a des cérémonies où, tant que la femme n'a pas touché, la cérémonie ne peut pas avoir lieu. Et donc, ce sont des travers, c'est sur les travers qu'il faudrait jouer et aussi mettre un accent sur l'éducation des garçons. Parce que nous mettons dans cette lutte que je vais dire féministe un accent sur les filles et les femmes. Et nous oublions parfois qu'il faudrait amener le garçon à respecter sa sœur et par conséquent respecter toute fille qu'il rencontrera. Donc au niveau primaire, ma camarade de classe, je dois la respecter et non la brimer. Au niveau du collège, je dois respecter ma camarade de classe au lieu de la brimer, ainsi de suite. Donc, pour moi, le défi reste encore la sensibilisation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de la masculinité positive. Et donc, vous savez, dans nos sociétés, être homme, c'est avoir des muscles. Être homme, c'est bomber sa poitrine. Être homme, c'est à la fois, c'est même crier. Être homme, c'est ne pas pleurer en public, ne pas montrer ses émotions. Et pourtant, les émotions sont tellement humaines. Quand j'ai mal, je disais ça à mon garçon, à un de mes garçons qui dit « Moi, je ne vais jamais pleurer. » Je dis « Non, quand tu as mal, mais exprime-le. Tu peux pleurer. Cela ne fait pas de toi moins homme. » Alors, quand tu te lèves le matin et que tu dresses ton lit, tu fais également des travaux domestiques, cela ne fait pas de toi moins homme, bien au contraire. Et donc, le message que je voudrais lancer d'abord aux hommes, c'est de dire que en respectant la femme, cela vous élève, cela accroît votre grandeur. Et aux femmes, dire que nous ne sommes pas dans une lutte contre les hommes. Donc, les travers du féminisme, faites très attention, la femme, nous luttons pour avoir notre place dans la société afin de bâtir aux côtés des hommes une société prospère, une société équilibrée pour un développement holistique. Et donc, chères sœurs, en ce mois de mars où nous nous célébrons, je voudrais rendre un hommage aux pionnières, à nos aînés, qui se sont battus pour que cette date soit commémorée. Je voudrais aussi dire à nos filles, à nos garçons, que la bataille pour le droit des femmes et même la bataille pour le féminisme n'est pas une bataille sectaire. C'est une bataille dans laquelle nous disons que aussi bien les filles que les femmes, aussi bien les filles et les femmes que les garçons et les hommes doivent avoir les mêmes opportunités de pouvoir exprimer leur plein potentiel. Alors, je compte parce qu'il y a cette génération d'hommes et de femmes qui sont éprises du développement. Et je compte parce que vous, surtout,
mes électeurs et mes électrices, vous avez eu confiance en moi et qu'en retour, je me dois de respecter mon engagement envers vous. Et donc, votre soutien, votre ouverture d'esprit, les échanges que nous allons avoir me permettront justement d'avoir ma feuille de route personnelle en tant qu'élu local afin de contribuer avec vous au développement de notre pays.